Je m'appelle Cal. J'ai 34 ans. Je suis chef de projet dans une entreprise de génie civil à Nashville. Je possède une maison. J'ai une femme formidable. Et, jusqu'à il y a environ 18 mois, je pensais aussi avoir une famille. J'ai grandi en dehors de Knoxville avec mes parents, Ruth et Walt, et mon frère aîné, Brett. Brett a 2 ans de plus que moi. Et à partir du moment où il a pu lancer un ballon de football américain, il a été la star de la maison. Quarterback, roi du bal de promo, le genre de gars qui entrait dans une pièce et faisait sourire tous les adultes à moins de 50 pieds comme s'il venait de trouver $20 dans une vieille veste. J'étais l'autre. Le gamin tranquille qui aimait lire et construire des choses dans le garage. Celui qui restait discret et obtenait des notes décentes sans que personne n'en fasse un plat. Je ne vais pas m'asseoir ici et prétendre que j'ai eu une enfance tragique, parce que ce n'est pas le cas. Mes parents m'aimaient. Ils me nourrissaient, se présentaient à suffisamment de mes activités pour ne pas être considéré comme négligent. Mais il y avait cette entente tacite dans notre maison, Brett était l'événement principal, et j'étais la première partie que personne ne venait vraiment voir. Quand Brett marquait un touchdown, toute la famille faisait 3 heures de route pour le regarder. Quand j'ai gagné la foire scientifique régionale en 8e année, ma mère a dit « C'est bien, chérie », et est retournée repasser son maillot. Ce n'était pas de la cruauté. C'était juste la gravité. Brett était le soleil, et le reste d'entre nous orbitait autour de lui. Après le lycée, Brett a obtenu une bourse de football américain pour une université d'État de niveau intermédiaire. Il s'est déchiré le ligament du genou en 2e année, a abandonné ses études et est rentré à la maison. Et au lieu de se ressaisir et de trouver un nouveau plan, il a juste arrêté. Il est retourné vivre chez mes parents, a fait des petits boulots, a été serveur dans un restaurant pendant un certain temps, a tenté une brève période de vente d'assurance qui a duré exactement 11 jours. Mais rien n'a tenu. Et personne dans ma famille ne semblait penser que c'était un problème. Brett cherchait sa voie. Il avait 23 ans et jouait aux jeux vidéo dans sa chambre d'enfant pendant que mes parents payaient son assurance auto. Mais oui, bien sûr, il cherchait sa voie. Pendant ce temps, je suis allé au collège communautaire, j'ai été transféré à l'UT, et j'ai obtenu un diplôme en génie civil. Ce n'était pas glamour, mais j'ai travaillé dur pour cela, j'ai trouvé un emploi dans une entreprise à Nashville, j'ai commencé tout en bas, et j'ai passé les 8 années suivantes à grimper. À 30 ans, je gérais des constructions commerciales valant des millions. J'ai acheté une maison. J'ai rencontré ma femme, Mara, à un barbecue chez un ami. C'est une infirmière aux urgences, d'une intelligence vive, drôle, et le genre de personne qui peut comprendre l'ambiance d'une pièce plus vite que la plupart des gens ne lisent un menu. Nous nous sommes mariés il y a 2 ans. La vie était vraiment bonne. Mais voici le problème quand on est le frère qui réussit dans une famille qui vénère celui qui échoue, on devient la banque. Pas officiellement. Personne ne vous assoit pour vous l'expliquer. Ça commence petit. Maman a besoin d'aide pour une facture dentaire. Le camion de papa a besoin d'une nouvelle transmission. Brett a besoin du premier et du dernier mois de loyer parce qu'il déménage enfin. Et, pourrais-tu juste couvrir ça cette fois-ci? Et vous dites oui parce que vous les aimez. Et honnêtement, vous pouvez vous le permettre. Sur environ 4 ans, j'estime avoir donné à ma famille quelque chose comme $45 000. Je ne tenais pas de compte courant au début, parce que qui fait ça avec sa famille? Mara, par contre, l'a fait. Elle tenait une feuille de calcul, non pas parce qu'elle est froide, mais parce que c'est une infirmière aux urgences et qu'elle documente tout. C'est juste dans son ADN. Quand elle m'a montré le chiffre pour la première fois, j'ai sincèrement cru qu'elle avait fait une erreur. Elle n'en avait pas fait. Ce qui m'a vraiment agacé, ce n'était même pas l'argent. C'était l'attitude. Chaque fois que j'aidais, il y avait cette impression que je leur devais quelque chose. Comme si mon succès était une propriété commune, et que j'étais égoïste de ne pas partager plus librement. Brett, en particulier, avait cette manie, chaque fois que je mentionnais quelque chose sur ma propre vie, une nouvelle voiture, vacances avec Mara, une promotion au travail, il disait, ça doit être sympa. Une nouvelle voiture, ça doit être sympa. Des vacances. Ça doit être sympa. Certains d'entre nous ne peuvent pas se permettre de quitter l'État. J'ai laissé passer ça pendant des années. Mara n'arrêtait pas de me dire que j'étais un paillasson. Je lui disais que c'était juste comme ça que les familles fonctionnaient.
Elle haussait un sourcil et disait, « Ce n'est pas comme ça que ma famille fonctionne. » Et je changeais de sujet parce qu'au fond, je savais qu'elle avait raison. Attendez. Laissez-moi intervenir un instant. Pour les auditeurs, c'est l'animateur qui parle, pas l'histoire. Je dois souligner quelque chose à propos de Brett. Ce gars a abandonné ses études, a enchaîné les petits boulots, a dilapidé chaque dollar que Cal lui a donné. Et toute sa contribution à sa personnalité était ce « ça doit être sympa » chaque fois que son frère accomplissait quelque chose. Ce n'est pas une période difficile. C'est un choix de vie mal éclairé. Capitaine Trophée de participation n'a jamais joué le jeu, mais waouh, qu'est-ce qu'il avait des opinions sur le tableau des scores. Et toute la famille a laissé faire pendant des années. Cal, mon ami, je t'aime, mais tu as ignoré plus de drapeaux rouges qu'un toréador daltonien. Bref, voici où ça devient coûteux. Le point de rupture a commencé à se dessiner il y a environ 18 mois. Brett s'était lancé dans l'achat-revente de voitures, achetant des épaves, les réparant, les revendant avec un profit. Sur le papier, pas une mauvaise idée. Brett a toujours été doué de ses mains. Le problème, c'est que sa version de l'entreprise impliquait d'acheter des voitures qu'il ne pouvait pas se permettre de réparer, de les stocker sur une propriété qui ne lui appartenait pas, puis de m'appeler lorsque tout cela s'effondrait inévitablement. Il a épuisé 3 entreprises distinctes en environ 10 mois. Après l'effondrement de la 3e, il a appelé et m'a demandé 15 000 $ pour prendre un nouveau départ avec un nouveau lot de voitures. J'ai dit non. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai dit non à mon frère. Et vous auriez cru que j'avais annulé Noël. Il est resté silencieux au téléphone pendant environ 10 secondes, ce qui, si vous connaissez Brett, est pratiquement une ère géologique. Puis il a dit, « Alors c'est comme ça. Je ne vaux pas 15 000 $ pour toi. » J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas une question de sa valeur. C'était une question de schéma. Que je lui avais déjà donné des dizaines de milliers de dollars et que rien de tout cela n'avait abouti. Que je l'aimais, mais que je ne pouvais pas continuer ainsi. Il m'a raccroché au nez. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui pendant 2 semaines. Puis j'ai reçu l'appel qui a lancé le chapitre le plus étrange de ma vie. C'était ma mère. Elle utilisait cette voix qu'elle prend lorsqu'elle annonce un diagnostic terminal. Douce et prudente. Cal. Chérie, il faut qu'on parle. Brett est dans une situation et il a besoin d'aide pour les frais de justice. J'ai demandé ce qui s'était passé. Est-ce qu'il avait eu des ennuis? Avait-il frappé quelqu'un? Elle a fait une pause. Puis elle a dit, « Il te poursuit en justice, mon chéri. Il dit que tu lui dois de l'argent suite à un accord commercial. Il a déjà un avocat, mais l'avocat a besoin d'une provision et Brett ne peut pas la couvrir. Nous espérions que tu pourrais peut-être aider. » Je suis resté là, le téléphone collé à l'oreille, attendant la chute. J'ai en fait ri. Pas un vrai rire, plus comme le son que votre cerveau fait lorsqu'il essaie de redémarrer après une erreur catastrophique. Mon frère me poursuivait en justice, et ma famille voulait que je paie pour ça. J'ai dit à ma mère que je devais y aller et j'ai raccroché. 3 jours plus tard, l'avocat de Brett m'a appelé directement. C'est là que j'ai réalisé que Brett ne faisait pas seulement du cinéma. L'homme à l'autre bout du fil était très réel, très professionnel et très sérieux. Son nom était Ward Finn, ce qui, honnêtement, ressemblait exactement à un personnage de thriller juridique, ce qui semblait approprié étant donné que ma vie en était apparemment devenue un. Il s'est présenté, a dit qu'il représentait mon frère dans une affaire civile, puis m'a donné le chiffre, 200 000 $. J'ai carrément retiré le téléphone de mon oreille et je l'ai regardé comme si l'appareil lui-même m'avait trahi. Puis je l'ai remis et j'ai dit, « Je suis désolé. Pouvez-vous répéter cela ?» Il l'a répété, 200 000 $ de dommages et intérêts pour ce qu'il a décrit comme un accord de partenariat verbal lié à une entreprise d'achat-revente de voitures que Brett prétendait que j'avais financièrement soutenue, puis abandonnée, causant des pertes financières importantes. Et il faut que vous entendiez cette partie, de la détresse émotionnelle. Mon frère, qui avait l'étendue émotionnelle d'un ventilateur de plafond, prétendait à une détresse émotionnelle. J'ai dit à Ward qu'il n'y avait pas de partenariat, pas d'accord, et que chaque dollar que j'avais jamais donné à Brett était un cadeau, pas un investissement. Il a dit très poliment que son client voyait les choses différemment et que je recevrais la documentation officielle dans la semaine. Puis il m'a souhaité une bonne soirée et a raccroché. Je suis resté longtemps dans mon bureau à domicile après ça. C'était un mercredi. Attendez, non,
C'était un jeudi. Peu importe, ça n'a pas d'importance. Mara m'a trouvé là environ 1 heure plus tard, fixant mon bureau comme s'il m'avait personnellement offensé. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Quand je le lui ai dit, elle n'a pas halté ni crié. Elle a juste fermé les yeux, a respiré, et a dit « Je vais avoir besoin que tu me le dises encore, mais plus lentement, parce que je veux m'assurer d'être furieuse pour la bonne raison. » Je le lui ai dit encore. Elle était furieuse pour la bonne raison. Voici ce que la poursuite de Brett prétendait réellement. Il alléguait que 2 ans auparavant, lorsque je lui avais donné $12 000 pour sa deuxième tentative d'achat-revente de voiture, j'avais verbalement accepté d'être son associé. Que l'argent n'était pas un cadeau, mais un investissement en capital. Que j'avais promis de continuer à financer l'opération, et que lorsque je me suis retiré, j'ai provoqué la faillite de l'entreprise, entraînant une perte de revenus, des dettes et une détresse émotionnelle. Il voulait $200 000 pour couvrir les revenus projetés plus les dommages. N'importe qui avec un cerveau fonctionnel pouvait voir que c'était n'importe quoi. Il n'y avait pas de partenariat, pas d'accord. J'avais donné de l'argent à Brett de la même manière que vous donnez $20 à un ami quand il oublie son portefeuille au déjeuner, sauf que je l'avais fait environ 200 fois, et le total s'élevait à $45 000. Mais Brett avait trouvé un avocat prêt à prendre l'affaire. Et dans notre système juridique, c'est tout ce dont vous avez besoin pour rendre la vie de quelqu'un très inconfortable. J'ai appelé mes parents le lendemain, espérant qu'ils auraient peut-être repris leurs esprits. Mon père a répondu. J'ai demandé s'il savait ce que Brett faisait. Il a dit qu'il le savait. J'ai demandé s'il pensait que c'était raisonnable. Longue pause. Eh bien, Cal, ton frère a l'impression que tu lui as fait une promesse et que tu l'as rompue. Il souffre. J'ai dit, il me poursuit en justice pour $200 000, papa. C'est moi qui devrais souffrir. Mon père a soupiré comme si j'étais celui qui était déraisonnable. Tu as toujours eu la vie plus facile que ton frère, a-t-il dit. Tu es allé à l'université, tu as eu un bon travail, tu as épousé une fille merveilleuse. Brett n'a pas eu ses chances. Le moins que tu puisses faire, c'est de l'aider quand il est à terre. Le moins que je puisse faire, comme si j'étais assis sur un trône à manger des raisins pendant que mon frère souffrait. Comme si mon diplôme d'ingénieur était tombé du ciel et avait atterri sur mes genoux. Comme si Mara s'était présentée à ma porte avec un nœud sur la tête. Tout ce que j'avais, je l'avais construit. Des nuits tardives, des week-ends manqués, des années à travailler dur à partir de rien. Mais aux yeux de ma famille, j'avais juste eu de la chance. Et Brett avait été malchanceux, et l'univers lui devait une correction qui devait apparemment sortir de mon compte bancaire. J'ai raccroché au nez de mon père. Deuxième fois en 1 semaine que je raccrochais au nez d'un membre de ma famille. Nouveau record personnel. Pause. C'est encore moi, pas Cal. Je veux m'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde concernant ce que son père vient de faire. Le même homme qui a regardé son fils financer la famille pendant 4 ans sans un mot de remerciement vient de lui dire que le vrai problème, c'est qu'il a eu la vie trop facile. Cal a tout bâti à partir de zéro pendant que Brett collectionnait les trophées de participation et l'argent du loyer. Et d'une manière ou d'une autre, Cal est le chanceux. Je veux introduire un terme pour cela, la logique de papa en faillite. Le genre où l'effort est égal à l'avantage et le ressentiment est égal à la dette. C'est incroyable. Quoi qu'il en soit, ça empire avant de s'améliorer. Restez avec moi. Les semaines qui ont suivi mon départ ont été parmi les plus solitaires de ma vie. J'avais effectivement coupé les ponts avec toute ma famille. Pas d'appel, pas de texto, pas de dîner du dimanche. Ma mère a essayé de me contacter plusieurs fois, mais chaque message était une version de « tout cela disparaîtrait si tu aidais simplement Brett ». Alors, j'ai arrêté de les lire. Mon père a envoyé exactement un SMS qui disait « appelle ta mère ». C'était tout. Pas de « comment vas-tu, mon fils ?» Pas de « je suis désolé que cela t'arrive ». Juste une directive d'aller réconforter les personnes qui essayaient activement de me prendre $200 000. Matériel pour le père de l'année, n'est-ce pas? L'isolement a frappé plus fort que je ne l'attendais. J'avais passé toute ma vie à être le fiable, le gars qui se présentait et arrangeait les choses. Soudain, je ne me présentais pour personne d'autre que Mara. Et bien qu'elle soit plus que suffisante, il y avait ce sentiment de vide dans ma poitrine qui ne partait pas. Comme si une pièce de ma maison avait été vidée pendant la nuit, et que je passais sans cesse devant la porte ouverte, surpris par cela.
Le travail est devenu ma bouée de sauvetage. Je me suis jeté à corps perdu dans un immense développement à usage mixte au centre-ville, le plus grand projet que notre entreprise n'ait jamais entrepris. Mon patron, Knox, a remarqué les heures supplémentaires que je faisais et m'a pris à part un après-midi. Il a dit, soit tu fuis quelque chose, soit tu cours vers quelque chose. Quoi qu'il en soit, le travail a été exceptionnel, alors continue à faire ce que tu fais. Knox n'était pas du genre à fouiner, mais cette petite reconnaissance signifiait plus pour moi qu'il ne le savait probablement. Mara, quant à elle, montait tranquillement notre défense à la maison. Vous vous souvenez de cette feuille de calcul? Elle l'a sortie, a organisé chaque transaction que j'avais jamais faite à ma famille, et a commencé à rassembler des documents, relevés bancaires, relevés de paiement, SMS où Brett m'avait remercié de l'avoir aidé et n'avait jamais mentionné de partenariat. Messages vocaux de ma mère demandant un petit prêt qui n'a jamais été remboursé. Mara ne se met pas en colère et ne crie pas. Elle se met en colère et construit un système de classement. C'est honnêtement terrifiant et magnifique à la fois. Paige a tout examiné ce que Mara avait compilé et ses yeux se sont écarquillés. Votre femme devrait faire ça professionnellement, a-t-elle dit. C'est plus de documentation que la plupart des gens ne m'apportent dans des litiges d'entreprise, sans parler d'une affaire de famille. Les SMS étaient particulièrement précieux car ils montraient un schéma clair, cadeau après cadeau après cadeau, toujours présenté comme une aide, jamais comme un investissement. Pas un seul SMS, email ou document nulle part suggérant un partenariat commercial. Pas un seul. Paige a également fait des recherches sur Wardfin. Il s'est avéré qu'il traitait principalement des affaires de dommages corporels, le genre que l'on voit annoncé sur les bancs de bus. Il avait pris le cas de Brett sur des honoraires conditionnels modifiés, ce qui signifiait qu'il serait payé si et quand il gagnait ou parvenait à un accord. Cela donnait à Ward une raison financière de pousser à un règlement rapide plutôt que d'aller en procès. Déposer quelque chose d'extravagant. Parier que le défendeur veut s'en sortir vite. La stratégie de Paige était simple, ne pas transiger. Ne pas scier. Les forcer à aller jusqu'au tribunal où l'affaire s'effondrerait d'elle-même. J'ai également embauché un expert comptable judiciaire nommé Grant Weller, que mon collègue Owen m'a présenté. Grant était le genre de personne qui trouvait une joie authentique dans une feuille de calcul bien organisée. Obsédé par les détails, légèrement terrifiant, de la meilleure façon possible. Je l'ai engagé pour faire une analyse financière complète des entreprises d'achat-revente de voitures de Brett, les 3 d'entre elles. Il est revenu 2 semaines plus tard avec un rapport de 40 pages. Voici ce qu'il disait. Dans la première entreprise, Brett avait acheté 3 véhicules avec l'argent que je lui avais donné. Il en a vendu un à perte, en a mis un à la casse, et le 3e était dans un parc de stockage, accumulant des frais. Perte totale pour moi, environ $8 000. Dans la deuxième entreprise, celle au centre de la poursuite, Brett a acheté 5 véhicules. Il en a réparé et vendu 2 pour un profit modeste, peut-être $3 000 au total. Mais il avait dépensé la majeure partie des $12 000 que je lui avais donnés, non pas en voiture, mais en dépenses personnelles, une nouvelle télévision, des vacances à Myrtle Beach avec sa petite amie de l'époque. Et je vous promets que je n'invente rien, un kit de brassage de bière à domicile qu'il a utilisé exactement une fois. J'ai trouvé ce détail sur le relevé des reçus, une seule fois. Les 3 voitures restantes ont été saisies par le propriétaire du lot pour frais de stockage impayés. Grant a conclu que même si j'avais donné à Brett les $15 000 complets qu'il avait demandé, il n'y avait aucun modèle commercial viable qui aurait généré les $200 000 de revenus projetés qu'il réclamait en dommages. Dans les mots exacts de Grant, les chiffres de revenus projetés dans la demande du plaignant n'ont aucune relation avec une réalité financière raisonnable. J'ai lu cette phrase à voix haute à Mara. Elle a ri si fort qu'elle a réveillé Hank, notre Beagle, qui dormait sur le canapé et n'avait absolument pas consenti à être réveillé en sursaut. Stop. Pour les auditeurs, c'est encore l'animateur. Grant, l'expert comptable judiciaire, vient de confirmer officiellement ce que nous savions déjà. Le chiffre de $200 000 était complètement inventé. Pas une estimation approximative, pas une projection optimiste. Pure fiction. Brett a dépensé $12 000 de l'argent de son frère pour un écran plat, un voyage à la plage, et une seule expérience de brassage de bière à domicile qu'il a essayé une seule fois, puis il a intenté un procès pour $200 000 de dommages et intérêts. Ce n'est pas un plan d'affaires. C'est une proposition pour le Fire Festival écrite sur un bloc-notes de magasin à $1. Et Paige n'a même pas encore joué ses meilleures cartes. Restez là.
Environ 8 mois après le début de l'arrangement, j'ai reçu un appel de ma cousine Nora, qui vivait au Colorado. Nora était la seule membre de la famille qui ne m'avait jamais rien demandé. Plus jeune, elle avait déménagé dans l'Ouest il y a des années et était en fait le mouton noir de la famille élargie, ce qui, rétrospectivement, signifiait probablement qu'elle était la plus équilibrée. Elle m'a appelé pour me dire que les choses devenaient difficiles à la maison. La poursuite de Brett stagnait. Ward Finn avait apparemment réalisé que l'affaire était plus faible que ce que Brett avait présenté et commençait à avoir des doutes. Pendant ce temps, les finances de mes parents se détérioraient. La marge de crédit hypothécaire accumulait des intérêts et ma mère avait apparemment commencé à vendre des meubles pour effectuer les paiements. Nora a clairement indiqué qu'elle ne m'appelait pas pour me faire culpabiliser. Je ne te dis pas ça parce que je pense que tu devrais faire quelque chose, a-t-elle dit. Je te le dis parce que tu mérites de savoir ce qui se passe et parce que personne d'autre dans cette famille n'est honnête avec toi. Je l'ai remercié. Je le pensais sincèrement. L'honnêteté était devenue une chose rare. Quelques jours après ce premier appel, Nora m'a recontacté pour autre chose. Brett l'avait appelé, divagant et s'enfonçant sur la façon dont je ruinais sa vie. Et au milieu de cela, quelque chose lui a échappé. Il a dit à Nora que toute la poursuite en justice était l'idée de sa petite amie. Pas son ancienne petite amie, une nouvelle. Une femme nommée Kala, qu'il fréquentait depuis environ 6 mois. Selon le récit de Nora, Kala avait dit à Brett qu'il avait droit à la moitié de tout ce que je possédais parce que j'avais bâti ma carrière grâce au soutien familial et que l'argent que je lui avais donné prouvait que nous étions partenaires et que je lui devais plus. Nora a dit, « Cal, je ne pense pas que Brett ait trouvé ça tout seul. Il a du mal à utiliser un micro-ondes. » J'ai appelé Paige immédiatement. Elle était très intéressée. Elle a fait des recherches et a découvert que Kala avait un historique, 2 poursuites civiles antérieures, toutes 2 contre d'anciens partenaires, toutes 2 alléguant des arrangements commerciaux informels qui n'avaient jamais été documentés. L'une avait été rejetée, l'autre réglée pour un petit montant. C'était un schéma. Elle trouvait des hommes ayant accès à de l'argent, et elle instrumentalisait le système juridique pour l'extraire. Paige vibrait littéralement quand elle me l'a dit. « Votre frère n'est pas seulement un frère ingrat, a-t-elle dit. Il est manipulé par quelqu'un qui fait ça professionnellement, et je peux le prouver. » Elle a rédigé une requête amendée qui incluait l'historique des litiges de Kala et l'admission de Brett à Nora. Nora a accepté de fournir une déclaration sous serment. Ma cousine, la seule personne honnête de toute la famille, était sur le point d'aider à faire s'effondrer le tout. C'est aussi à cette époque que Paige m'a offert l'option que j'attendais. Nous en avions assez, a-t-elle dit, non seulement pour gagner le procès de Brett, mais pour déposer une contre-poursuite, abus de procédure, remboursement de tous les frais juridiques que j'avais engagés pour me défendre contre sa plainte, plus des dommages pour le temps. Le stress et la perturbation professionnelle. Au total, nous réclamions 85 000 $, pas le chiffre fantaisiste de Brett, mais un montant réel, documenté et défendable basé sur des coûts réels et un préjudice réel. Elle a également inclus quelque chose auquel je n'avais pas pensé par moi-même, un compte rendu complet de chaque dollar que j'avais jamais donné à ma famille, les 45 000 $. Présenté comme un contexte pertinent pour établir le schéma de soutien financier de longue date que Brett avait exploité, puis instrumentalisé. Elle ne demandait pas techniquement à le récupérer, mais elle s'assurait absolument que le tribunal comprenne exactement qui avait été généreux et qui avait été ingrat. C'était chirurgical. C'était dévastateur. Je suis rentré à la maison et j'ai raconté à Mara ce qui s'était passé. Elle était sur le canapé avec un café, drapée sur ses genoux comme un plaid en fourrure. Elle m'a regardé longuement. Puis elle a dit, « Je pense que ton frère a mis le feu à ton jardin et s'est ensuite plaint que la fumée le dérangeait. Je pense qu'il est temps que tu le laisses sentir la chaleur. » C'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai dit à Paige de déposer la contre-poursuite. Le jour où elle a été déposée, ma mère a appelé avant le coucher du soleil. Hystérique. « Cal, qu'est-ce que tu fais? Tu vas détruire ton frère. Tu vas détruire cette famille. » J'ai gardé ma voix calme. Maman, Brett m'a poursuivi en justice. Il a déposé une plainte en prétendant que je lui devais 200 000 $. Je n'ai pas commencé ça. Mais je vais le finir. Mais c'est ton frère, a-t-elle dit comme si c'était un argument juridique. Et je suis ton fils, ai-je répondu. Mais cela ne t'a pas empêché de contracter un prêt sur ta maison pour l'aider à s'en prendre à moi.
Alors je pense que nous avons dépassé le point où les titres familiaux ont beaucoup de sens, n'est-ce pas? Elle n'a pas eu de réponse. Elle a juste pleuré et a raccroché. J'ai senti un nœud à l'estomac. Mais je connaissais la différence entre la culpabilité et le deuil. Ce que je ressentais était du deuil. Le deuil de la famille que j'aurais voulu avoir. Le deuil d'une version de ma mère qui aurait dit à Brett qu'il avait tort et de s'arrêter. Cette version n'existait pas. Et je devais cesser de la pleurer. Attendez une minute, car je dois parler de Kala un instant. Cette femme est arrivée, a regardé un homme adulte déjà amer et déjà rancunier, et a dit essentiellement, vous avez raison. Votre frère qui a réussi vous doit tout. Faisons un procès. 2 poursuites antérieures, même structure à chaque fois. Pas de documentation. Pression pour un règlement rapide. Ce n'est pas une relation. C'est un modèle commercial avec une meilleure histoire. Elle a trouvé des hommes ayant accès à de l'argent et a transformé leur ressentiment en une source de revenus. Et Brett s'y est accroché parce que c'était plus facile que de se regarder dans le miroir. Bref, la déposition est la prochaine étape et Paige avait un cadeau qui attendait Kala. La déposition a eu lieu au cabinet de Paige, une salle de conférence avec des fenêtres du sol au plafond et une longue table en chêne. Je suis arrivé tôt, en costume bleu marine, me sentant près d'une manière inattendue. Brett est arrivé 15 minutes en retard. Il avait l'air mal en point, pas de façon dramatique, juste de la manière dont quelqu'un a l'air quand il prend de mauvaises décisions depuis longtemps et que la facture arrive enfin à échéance. Ses vêtements n'allaient pas bien. Il est entré avec Ward Finn, qui avait l'air d'un homme qui regrettait profondément de s'être levé ce matin-là. Et puis il y avait Kala. Je la voyais en personne pour la première fois, élégante, les yeux perçants, et elle avait cette qualité où elle catalogue tout dans une pièce en quelques secondes. Elle n'était pas là en tant que partie légale. Elle était là en tant que soutien moral. Paige l'a immédiatement remarqué. N'a rien dit, s'est juste contenté d'enregistrer l'information. Ward a commencé avec moi, essayant d'établir que j'avais été impliqué dans les décisions commerciales de Brett, que j'avais assisté à des réunions, donné mon avis sur l'inventaire, examiné des plans d'affaires. J'ai répondu honnêtement à chaque question. Non, je n'ai jamais assisté à une réunion. Non, je n'ai jamais donné mon avis sur les voitures à acheter. Non, je n'ai jamais vu de plan d'affaires parce qu'il n'y en avait pas. Oui, j'ai donné de l'argent à Brett. Non, ce n'était pas un investissement. C'était un cadeau. À chaque fois, Ward insistait sur un angle. N'est-il pas vrai que vous avez dit à votre frère que vous croyiez en ce qu'il faisait? J'ai tenu bon. J'ai probablement dit quelque chose comme ça. Je lui ai dit de la même manière que vous dites à un ami que sa nouvelle coupe de cheveux est belle même quand ce n'est pas le cas. Cela s'appelle être encourageant. Ce n'est pas un contrat. J'ai vu Paige réprimer un sourire. Puis Paige a pris le relais. Elle a passé en revue avec Brett chaque dollar que je lui avais jamais donné. 45 000 $ détaillés transaction par transaction, et lui a demandé d'identifier quels paiements étaient des investissements et quels étaient des cadeaux. Il a trébuché, a dit que c'était un mélange. Elle lui a demandé d'être précis. Il n'a pas pu. Elle lui a montré ses propres SMS, ceux où il avait écrit « Merci de m'avoir aidé, frérot, et j'apprécie vraiment le prêt. Je te rembourserai quand je pourrai. » Elle a demandé si cela ressemblait aux mots d'un partenaire commercial ou d'un membre de la famille recevant de l'aide. Je ne sais pas. C'est juste ma façon de parler, a dit Brett. Exactement, a dit Paige doucement. Vous parlez comme quelqu'un qui a reçu des cadeaux parce que c'est ce qu'ils étaient. Elle est passée au rapport médico-légal de Grant. Elle a passé en revue avec Brett les finances de chaque entreprise et l'a regardé essayer d'expliquer comment une entreprise qui perdait de l'argent sur 2 tentatives sur 3 allait d'une manière ou d'une autre générer 200 000 $ de profit. Il n'a pas pu l'expliquer. Il n'arrêtait pas de regarder Kala au fond de la pièce. Elle était assise les bras croisés et la mâchoire serrée. Puis Paige a joué sa dernière carte. Elle a présenté l'historique des litiges de Kala. Elle n'a accusé personne de rien directement, elle a juste exposé les faits, 2 poursuites antérieures avec des structures presque identiques, des réclamations commerciales informelles, pas de documentation, des demandes de règlement rapide. Elle a demandé à Brett s'il en était conscient. Il a cligné des yeux. Je ne sais pas de quoi vous parlez, a dit Paige calmement.
Je vous demande si vous saviez que la femme qui vous a suggéré de déposer cette poursuite a fait exactement la même chose 2 fois auparavant avec 2 autres hommes. La pièce est devenue très silencieuse. Ward a bougé sur sa chaise. Kala s'est levée. C'est hors de propos. Je ne suis pas parti à cette affaire. Paige ne l'a même pas regardé. Vous avez raison. Vous ne l'êtes pas. Mais votre influence sur le frère de mon client est documentée et fait partie du schéma que nous avons l'intention de présenter au tribunal. Kala est sortie. Brett l'a regardé partir. Et pour la première fois depuis le début de tout ce gâchis, il a eu l'air effrayé. Pas en colère, pas défiant. Effrayé comme un enfant qui vient de réaliser que la personne qu'il suivait ne connaissait pas réellement le chemin du retour. La déposition s'est terminée environ 1 heure plus tard. Ward a demandé une suspension, puis a demandé à parler à Paige en privé. J'ai attendu dans le hall avec Mara, qui avait pris son congé pour être là. Elle m'a tenu la main et n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Paige est sortie 20 minutes plus tard, faisant cette chose où elle est clairement excitée mais maintient son sang-froid professionnel par un fil. Elle s'est assise en face de nous et a dit « Ward veut transiger ». J'ai haussé un sourcil. Leur camp veut transiger. Plus précisément, a-t-elle dit, Ward veut se retirer. Il a dit à Brett qu'il ne croyait pas que l'affaire soit gagnable et il recommande de tout abandonner. Brett résiste, mais Ward en a fini. Il retire son conseil juridique. J'ai posé des questions sur la contre-poursuite. C'est la partie intéressante. Ward sait que si nous procédons à la contre-poursuite, Brett va vous devoir de l'argent qu'il n'a pas. Il a suggéré une résolution, Brett abandonne sa poursuite. Nous abandonnons la nôtre. Une rupture nette. Je suis resté silencieux un instant. Mara m'a serré la main. J'ai regardé Paige et j'ai dit, non. Les 2 femmes m'ont regardé. J'ai dépensé plus de 30 000 $ pour me défendre contre une poursuite qui n'aurait jamais dû être intentée. J'ai dépensé 45 000 $ sur 4 ans pour soutenir une famille qui m'a remboursé en finançant l'attaque juridique de mon frère contre moi. Je ne vais pas m'en sortir sans rien. Je veux récupérer mes frais de justice. Chaque centime. Paige a hoché la tête. Je peux faire en sorte que cela se produise. Et elle l'a fait. Dernière mise à jour. La résolution est arrivée 3 semaines plus tard. Brett a abandonné sa poursuite. En échange de notre abandon de la contre-poursuite, il a accepté un remboursement échelonné de mes frais de justice, soit environ 32 000 $ payés sur 4 ans. Cela a été mis par écrit, signé par les 2 parties, et déposé auprès du tribunal. S'il manquait un paiement, je pouvais réactiver la contre-poursuite avec intérêt. Paige s'en est assurée. Mais l'argent n'était pas la vraie récompense. Kala a disparu de la vie de Brett quelques jours après la déposition, elle est probablement passée à sa prochaine cible. Sans elle à son oreille, Brett a traversé une période que je ne peux décrire que comme une clarté douloureuse. Cela a pris du temps, mais environ 3 mois après le règlement, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas un SMS, pas un message vocal, une lettre manuscrite. 2 pages écrites de cette écriture désordonnée dont je me souvenais quand nous étions enfants et que nous faisions nos devoirs à la même table de cuisine. Il n'a pas donné d'excuses. Il a dit qu'il avait honte. Il a dit qu'il avait passé si longtemps à être jaloux de moi qu'il s'était convaincu que je lui devais quelque chose. Et quand quelqu'un est venu et lui a dit que cette croyance était justifiée, il s'y est accroché parce que c'était plus facile que d'admettre que ses problèmes étaient les siens. Il a dit qu'il n'attendait pas de pardon. Il voulait juste que je sache qu'il était désolé. J'ai lu cette lettre 3 fois. Puis je l'ai pliée et l'ai rangée dans le tiroir de mon bureau. Je n'ai pas pardonné à Brett. Pas entièrement. Le pardon n'est pas un interrupteur, et certaines choses prennent du temps. Mais j'ai répondu. Je lui ai envoyé une courte note disant que j'avais lu sa lettre. J'appréciais l'honnêteté et que la porte n'était pas fermée, mais qu'elle resterait en grande partie fermée pendant un certain temps. Il a respecté cela. Mes parents sont une autre histoire. Ma mère a fini par appeler pour s'excuser. Le genre d'excuses qui sont en fait une renégociation. Je suis désolé que les choses aient dégénéré à ce point, mais tu sais, nous essayons juste d'aider Brett. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que je n'étais pas prêt à prétendre que tout allait bien. Nous nous parlons occasionnellement maintenant, de courts appels, des sujets superficiels. Mon père n'a toujours rien dit. Je ne pense pas qu'il le fera un jour.
quant à moi, je vais bien. Mara et moi avons acheté une maison plus grande le printemps dernier, une maison de style craftsman avec un porche enveloppant dont elle est tombée amoureuse dès qu'elle l'a vu. Je suis devenu associé principal au cabinet. Hank est toujours le big le plus paresseux d'Amérique du Nord. Nora est venue nous rendre visite le mois dernier et a passé tout le week-end à rire avec Mara de choses que je n'étais pas censé entendre. Owen et Becca, notre voisine June, les gars du softball le week-end. Une communauté entière bâtie par choix, pas par obligation. C'est nouveau pour moi. Brett effectue ses paiements à temps chaque mois. Il a un emploi stable dans un atelier de carrosserie. Et d'après ce que Nora me dit, il est en fait plutôt bon dans ce domaine quand il n'essaie pas d'être un entrepreneur. Peut-être qu'un jour nous nous assiérons sur mon porche et que nous rirons de tout cela. Peut-être pas. Cette partie est encore ouverte. Mais de toute façon, je ne suis la banque de personne. Je ne suis le plan de secours de personne. Et si quelqu'un essaie de me poursuivre en justice à nouveau, j'ai une femme avec une feuille de calcul, une avocate avec du courage, et un expert comptable judiciaire qui trouve une joie authentique à détruire les mauvais calculs. Je pense que tout ira bien. Alors, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous accepté la rupture nette quand Ward l'a offerte, ou seriez-vous allé chercher les frais comme Cal l'a fait? Laissez un commentaire. Écoutez, je vais être direct. Cal a laissé traîner ça beaucoup trop longtemps. 45 000 $ donnés sans réelle discussion sur les attentes. C'est de sa faute. Et il dirait probablement la même chose. Mais au moment où il a finalement dit non, c'était toute la partie qui comptait. Dire non ne signifie pas que vous détestez votre frère. Cela signifie que vous vous respectez suffisamment pour arrêter de tendre un briquet à quelqu'un et de vous demander pourquoi vos affaires continuent de prendre feu. Sa famille a essayé de le faire culpabiliser pour qu'il finance sa propre destruction. Il ne l'a tout simplement pas fait. Laissez votre avis dans les commentaires. Qui était le vrai méchant ici? Et si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur ce bouton.